la planète, c'est-à-dire dire, nous on n'a rien contre le riz venu d'Asie, on n'a rien contre les volailles venues de France, on n'a rien contre le lait venu, je suis français, j'aime mon pays, venu de ma région, le Poitou ou de Normandie. Mais on peut faire du lait au Sénégal. Pourquoi? Parce que le lait qui vient de France, parce que le riz qui vient de l'Asie, ce sont des camions, ce sont des bateaux qui détruisent la planète. Imaginez, et c'est pareil partout, c'est pas uniquement la question de l'Afrique. Vous savez que l'importation, en Guadeloupe et en Martinique, département français, la volaille vient de Bretagne. Vous imaginez les bateaux frigorifiques et la dépense énergétique, alors qu'un des producteurs locaux, Cuba, pourrait très bien importer et donc avec un coût beaucoup moindre pour l'environnement. Donc ce sont des considérations. Et le premier jour, le 5 août, dans ce sommet, parce que vous dites évidemment ça va être assez formel, mais il y a des réunions, et notamment une réunion importante concernant le développement durable. Et c'est le moment de dire, voilà, le développement durable et le développement économique, c'est très très lié. Moi, j'ai l'impression que souvent, nos dirigeants, devant les grands de ce monde, sont tétanisés. Ils n'arrivent pas à exprimer les véritables craintes, les véritables espoirs des Africains, mais de manière très pratique et de manière très concrète. Dans ce monde, on ne peut pas se faire respecter si on ne fait pas preuve d'une intelligence active, si on n'est pas producteur de ce que l'on consomme et si on ne présente pas aux autres aussi des choses concrètes. On ne peut pas se faire respecter en venant avec juste des paroles, machin, truc. Non, on vient avec, voilà nous ce que nous avons, voilà ce que nous produisons. Et souvent les Africains ne le font pas. On ne peut pas se faire respecter si on ne met pas en avant sa différence, qu'on ne valorise pas ce que l'on a. Vous avez votre hamburger, mais nous avons notre tiret, nous avons notre mille pilé et il est là. Et nous le faisons de manière très, j'ai dit, moderne et il est là. Voilà ce que nous produisons. Et aussi, on ne peut pas se faire respecter si on n'oppose pas aux autres une force qui fait qu'on vous respecte. Et nous, les Africains, franchement, nous sommes absents sur ces plans-là. Donc, quand aujourd'hui nous avons maille à partir, nous traitons avec les grands de ce monde, ben, je suis désolé, nous sommes écrasés tout simplement parce que nous n'avons pas réglé les préalables pour pouvoir discuter de manière respectueuse avec ces grands-là, qui eux, par essence et par définition, et ils n'ont pas le choix, parce que aussi bien leur constitution que leurs électeurs le leur imposent, ils doivent défendre leurs intérêts. Et moi, je ne blâme pas quelqu'un qui défend ses intérêts. Parce qu'il est là pour ça. Je blâme celui qui fait fi de ses intérêts. Et nous, les Africains, souvent, on fait fi de nos propres intérêts. Maintenant, Barack Obama, vous l'évoquiez, François Delpin. Moi, je pense qu'on avait complètement tort de vouloir porter espoir sur quelqu'un parce que son père est kényan. Non, ça ne marche pas dans les relations internationales. Et aux États-Unis, je ne vous apprends rien. Vous savez comment ça marche. C'est extrêmement complexe, c'est compliqué. Et Barack Obama le dit à tout le monde. Moi, je suis le président des États-Unis, j'ai été élu par des Américains, je vais défendre les intérêts des Américains et ce sont ces Américains qui vont me réélire et je vais travailler pour eux. Donc, quelque part, François... Là, il ne sera pas réélu parce que c'est son deuxième mandat. Bon, c'est fini. Non, bon, quand il se faisait réélire, je voulais dire. Donc, quelque part... C'est important parce que la Constitution, la gouvernance, vous savez ce que... les Américains ont transformé leur Constitution. Avant, le mandat n'était pas limité. Roosevelt a fait 4 mandats, il n'a pas fini son 4e mandat. Ils ont changé la Constitution pour limiter... Voilà. Et là, ce qui va être sur la table, c'est aussi cette question de transformation des constitutions dans le sens inverse, c'est-à-dire ces chefs d'État qui vont rallonger le mandat, laisser la possibilité d'un autre mandat. C'est fondamental. Maintenant, moi je pense que fondamentalement, nous n'allons rien tirer de ce sommet États-Unis-Afrique parce que ce sommet n'est pas orienté vers nos intérêts. Les Américains, ils sont très pragmatiques. Ils travaillent pour leurs intérêts. Et leurs intérêts aujourd'hui en Afrique, c'est vrai, ils peuvent colmater un peu de pétrole au Nigeria, en Angola, au Congo, au Gabon, etc., colmater un tout petit peu. Mais leurs intérêts aujourd'hui, nous le savons, ils sont beaucoup plus sécuritaires. Et la sécurité vue
par les États-Unis par rapport aux États-Unis. Pas la sécurité, comme vous disiez tantôt, vue par rapport à nous. Donc, si on est sur une table de négociation, François Dupin, vous et moi, et les choses, d'emblée, c'est juste par rapport à moi. J'ai perdu. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est notre cas. On peut nous donner quelques miettes de ceci, cela, machin truc, mais finalement, moi, moi, je suis historien. Donc ça veut dire que je serai moins définitif sur ce qui va se passer. Le passé est passé, on sait ce qu'il a été. Ce qui va se passer début août, pour moi, n'est pas écrit. On peut ne pas être optimiste, mais on peut aussi y aller. Vous savez, c'est comme un match de foot. On peut penser qu'on va perdre, mais on ne va pas forcément perdre. Et il y a des atouts. Le Sénégal, par exemple, a des atouts. Vous parlez de la sécurité. Le Sénégal peut très bien dire, voilà, nous, d'ailleurs, Barack Obama est venu au Sénégal l'année dernière. En juin, ouais, il était là. En juin. Et c'est un pays qui est à 90% musulman. On sait qu'il détient la clé d'un certain nombre de crises en Afrique de l'Ouest, au Nigeria notamment, des confréries au Sénégal. Il y a des millions de talibés au Nigeria qui peuvent écouter exactement ce qui peut être dit au Sénégal. Donc c'est une manière aussi de présenter son pays comme la clé de médiation possible dans ces questions-là. Et ça, c'est pertinent. Pourquoi? Parce que nous, au Sénégal, Barack Obama n'est pas le premier président qui s'est présenté ici. On a aussi Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Mais on ne tire aucun profit de ça. C'est comme si ces gens-là, ils viennent... Mais je vous donne un exemple concret. En 2000, il y a une loi américaine. Vous parliez de Bill Clinton. C'était sous Bill Clinton qui s'appelle African Growth and Opportunity Act, AGOA. Bon, il était destiné à quoi? Vous serez sensible à cette question-là, vous qui faites la promotion de l'artisanat africain. C'était destiné à encourager les exportations, notamment de l'artisanat africain, vers les États-Unis. Les États-Unis qui peuvent être très friands de ces productions africaines. Mais il y a un certain nombre d'aides possibles qui se sont heurtés à des lourdeurs administratives. Et des lourdeurs administratives qui ne sont pas américaines. Non. Là, l'intérêt des États-Unis, c'était de dire, voilà, on joue le jeu, on veut importer des produits africains. Là, on met tant de millions de dollars sur la table. Maurice qui relativement tire profit de ça. Et le Sénégal, par exemple, nous avions le général Mamadou Mansour Seck qui était là-bas et c'est lui qui a négocié l'AGOA. Et aujourd'hui, le Sénégal ne tire aucun profit de l'AGOA. Est-ce que c'est la faute des États-Unis? Non, c'est la faute à nous qui ne savons pas où se trouvent nos intérêts et qui ne les défendons pas. Et dans les relations internationales, je suis désolé, on n'est ni à la mosquée, on n'est ni à l'église, on est dans les rapports de force et on est dans les jeux d'intérêt. Mais là, il faut un secteur bancaire capable de répondre présent. C'est là où je voudrais vous répondre par rapport aux Coréens. À mon avis, les Coréens auraient développé le Congo. Pourquoi? Même colonisé. Hein, même colonisé. Pourquoi? Pour la raison simple qui nous a poussé, nous, à ne pas nous développer. Vous avez été colonisé pendant 144 ans, au Sénégal, de 1816 à 1960. Bon, vous acquérez votre indépendance un bon moment, mais vous avez l'obligation d'auditer cette colonisation, de regarder ce qu'il y a de positif dans cette colonisation, de le retenir, ce qu'il y a de positif, et de regarder ce qu'il y a de négatif et de s'en départir. Ce qui veut dire mettre sur place un nouveau système orienté vers vos intérêts et votre développement. Les Coréens auraient fait ça au Congo. Ils auraient totalement, radicalement changé le système parce que ce système, il est, comme vous avez dit vous-même, il est excentré. Il n'est pas orienté vers l'intérêt et vers le développement des Congolais. Et les Coréens auraient très bien compris ça et l'auraient changé. Donc vous ne pouvez rien changer si le système, qui est les principes, les mécanismes et les finalités, ce sont ces trois choses-là. Si vous ne les changez pas, rien ne va marcher. Ce que je vous disais, c'est que, en prenant cette anecdote des Coréens et des Africains, c'est que il faut l'explication culturaliste, disant le peuple africain, le peuple coréen aurait été plus dynamique. Mais la question, c'est qu'à quel moment
l'Afrique a été véritablement libre et indépendante de faire ce que vous dites. Alors peut-être qu'au début du XXIe siècle, c'est temps, parce qu'il ne faudrait pas passer d'un passé colonisé par la France et dominé par la France à un avenir sous dépendance, par exemple, de la Chine. C'est pas une colonisation, la colonisation avait un aspect aussi militaire. Mais en tout cas, c'est une forte dépendance économique. Les Sud-Africains l'ont réalisé. Ils ont changé la langue, ils ont changé la monnaie, ils ont changé le système politique, ils ont tout changé de la colonisation, ils ont eu un nouveau système et aujourd'hui... L'éducation. Ils ont tout changé radicalement. Nous avons besoin, nous, aujourd'hui, de faire l'état des lieux de la colonisation. On n'a pas encore fait. Chez nous, toujours jusqu'à présent... Je vous rassure, en France non plus. Beaucoup de choses chez nous, aujourd'hui, aussi bien économiquement, l'agriculture, l'arachide, c'est toujours ce que la France a donné, l'administration, le système politique, tout ça, aujourd'hui encore, héritage de la colonisation. Donc, vous savez, difficile. Moi, je mettrais quand même avant la question de l'éducation, la question éducative. La question éducative, parce que la colonisation, c'était d'abord priver les gens de leur culture. Absolument. C'est-à-dire de la possibilité de la transmettre. Donc mettre ça en avant. Et vous savez qu'une nouvelle colonisation est en train de se mettre en place, c'est la colonisation de l'achat et de la vente de cours. Vous savez que maintenant, beaucoup de cours sont des cours d'éducation à distance. Absolument. Moi, par exemple, professeur français, à l'université de Cergy, j'ai un grand nombre de mes étudiants qui sont camerounais, sénégalais, maliens. Je les ai en ligne, je ne les vois pas, ils sont derrière mon ordinateur. Je donne un exemple. Quand je commence un cours de sociologie, je vais commencer par parler de qui? D'Émile Durkheim, parce qu'il est français. Si c'est un professeur américain qui vend son cours à l'université Charenta Diop ou à une autre, il va commencer par parler de John Dewey, sociologue américain. Donc ça veut dire, c'est la dernière lettre de Patrice Lumumba à sa femme juste avant d'être assassiné. Il faut que l'histoire, comme l'éducation, soit un jour écrite et faite de l'Afrique. Je suis d'accord. Alors, message final? Enfin, le message final serait peut-être un message d'espoir quand même. Après tout ce qu'on a dit sur les difficultés pour l'Afrique de s'émanciper, il y en a quand même. Parce qu'en fait, du point de vue stratégique, géostratégique surtout, l'Afrique a des valeurs à défendre. C'est clair. C'est évident. Maintenant, pour en revenir un peu au prochain sommet États-Unis-Afrique, il faudrait dire qu'en fait, l'Afrique est devenue maintenant une sorte de plaque tournante, en fait. Pratiquement toutes les puissances sont en train de converger vers l'Afrique. Il y a le TICAD, le sommet Japon-Afrique. Il y a les sommets France-Afrique, dont on avait l'habitude de voir. Il y a les sommets maintenant Chine-Afrique. De ce point de vue-là, les Africains ont une carte à jouer. Ils ont toujours une carte à jouer. Il faut bien la jouer, sinon vous perdez. Alors, message final, François? Ah non, un message final, ce sera merci. Déjà. Merci pour votre accueil. Mais merci parce que beaucoup de Sénégalais vont nous regarder pour l'accueil. Il y a des forces extraordinaires dans ce pays, donc c'est Dieuredieu, Cité Rangabi. Merci. Merci à François Durper, qui est historien, qui est professeur à l'université de Cergy-Pontoise, qui est aussi chroniqueur. Merci aussi à Karim Diakhaté, qui est directeur de publication de Afrique Perspective.